Le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial transite par ce couloir de 50 km de large. Cette semaine, ce couloir est fermé. Et personne ne sait quand il va rouvrir. Ce n'est pas une analyse de risque. Ce n'est pas un scénario d'expert. C'est ce qui se passe en ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo. Le vendredi 6 mars 2026, le brut américain a clôturé à 90,90 $ le baril. Hausse hebdomadaire. Plus de 35%. Le plus grand gain en une semaine dans l'histoire des contrats à terme sur le pétrole depuis 1983. Pensez à ce que cela signifie. Pas une hausse de quelques pourcents due à une déclaration géopolitique. Pas une surtension d'une journée reprise le lendemain par une démentie officielle. 35% en 5 jours de trading. Le plus grand choc d'approvisionnement que les marchés pétroliers aient vu depuis des décennies. Et pendant que le monde entier regardait le pétrole exploser, l'argent métal faisait quelque chose de très différent. Quelque chose que les prix affichés ne reflètent pas encore complètement. Les inventaires physiques au COMEX continuent de se vider à un rythme sans précédent. Pendant que le cours papier hésite, bute, recule. Ce décalage entre le métal physique qui disparaît des coffres et le prix coté qui ne bouge pas en proportion, ce n'est pas une anomalie temporaire, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme a une logique. Les données complètes sur la dynamique de cet inventaire, les chiffres du COMEX, de la LBMA et de Shanghai, sont documentés dans la recherche financière. C'est dans la description. Restez avec moi. Il y a plusieurs couches à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et vous ne savez pas encore laquelle est celle qui compte pour vous. Commençons par le pétrole, parce que c'est là que tout s'est déclenché cette semaine. Le samedi 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire coordonnée contre l'Iran. Nom de code de l'opération, selon les médias américains, offensive contre les infrastructures nucléaires et le commandement militaire iranien. La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré la fermeture du détroit de Hormuz. En moins de 48 heures, le nombre de pétroliers en transit dans le détroit est passé de 24 par jour à moins de 5. 147 porte-conteneurs immobilisés dans le golfe Persique, incapables de partir. Des dizaines de milliards de dollars de marchandises bloquées. Pétrole brut, gaz naturel liquéfié, carburant d'aviation, engrais, 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut soudainement hors circulation. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un effet secondaire limité. C'est une réalité opérationnelle qui change le calcul de chaque raffinerie, de chaque compagnie d'assurance, de chaque gouvernement importateur sur la planète. Et les marchés ont répondu immédiatement. Voilà précisément le problème avec n'importe quelle vidéo sur ce type d'événement. Ce que je peux vous montrer ici, ce sont les données stables, celles qui ne changent pas d'une semaine à l'autre, mais il existe un autre ensemble d'informations, des inventaires qui fluctuent chaque jour, des positions institutionnelles qui se repositionnent en temps réel selon l'évolution du conflit, des données sur les flux de tankers et les primes d'assurance qui changent d'heure en heure. Ce type de données ne peut pas vivre dans une vidéo qui restera en ligne pendant des années, elle serait obsolète avant même d'être publiée. C'est pourquoi ces informations sont documentées séparément, actualisées, quand les chiffres évoluent de façon significative. Pour qui veut suivre cela de près, le lien est dans la description. Maintenant, revenons à ce que les chiffres publics montrent déjà clairement. Lundi 2 mars, le VITI ouvre en hausse de 8,6%. C'est le lendemain du début du conflit. Le mardi, encore 5% de hausse. Mercredi, jeudi. Chaque jour, une nouvelle raison pour que les acheteurs maintiennent la pression. L'Irak annonce des coupes de production d'1,5 million de barils par jour, parce que sans transit sécurisé dans le détroit, stocker est la seule option. Le Koweït suit la même logique. Les grands armateurs refusent d'assurer les cargaisons qui tentent le passage. La compagnie Maersk, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de fret maritime, suspend ses routes entre le Moyen-Orient et l'Asie, puis entre le Moyen-Orient et l'Europe. Et puis vient la déclaration qui a fait bouger le marché vendredi matin. Le ministre de l'énergie du Qatar, Saad Al-Kaabi, a déclaré au Financial Times que si les exportateurs du Golfe sont contraints de proclamer la force majeure, le brut pourrait atteindre 150 $ le baril. Il a ajouté que cela pourrait faire s'effondrer les économies mondiales. Ce n'est pas un analyste indépendant qui cherche à faire parler de lui. C'est le responsable de l'énergie d'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Quand ce type de personnage dit 150 $, les marchés écoutent. C'est le résumé public du choc. L'analyse complète, avec les données actualisées et les niveaux techniques à surveiller la semaine prochaine, est dans la description. Maintenant, j'ai besoin de vous montrer quelque chose que presque aucun média mainstream ne mentionne. Pendant que le WTI monte et que les marchés absorbent le choc pétrolier,
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a évoqué publiquement la possibilité de lever les sanctions sur le pétrole russe. Lisez cela attentivement. En plein choc pétrolier historique, avec le WTI qui dépasse 90 $, l'administration américaine teste l'idée de remettre l'approvisionnement russe sur le marché mondial. Deux lectures possibles. Première lecture. C'est un mécanisme de soupape destiné à plafonner les prix avant qu'ils ne deviennent politiquement insupportables pour les ménages américains à la veille des élections de mi-mandat. Deuxième lecture, c'est le signe visible d'un réalignement géopolitique beaucoup plus profond qui se produit plus vite que la plupart des observateurs ne le suivent. Dans les deux cas, ce n'est pas un signal anodin. Ce genre de mouvement ne se produit pas dans le vide. Il révèle des calculs qui ne s'affichent pas dans les conférences de presse. Surveillez-le. Parlons maintenant d'une arithmétique que personne ne conteste, mais que beaucoup choisissent d'ignorer. Chaque hausse de 10 $ du prix du pétrole ajoute environ 20 centièmes de point de pourcentage à l'inflation. Ce n'est pas une prédiction, c'est une relation mécanique documentée dans les données historiques depuis les années 70. Le WTI était autour de 55 $ au mois de janvier 2026. Il a clôturé vendredi à 90,90 $. 35 $ de hausse en moins de 60 jours. Cela représente déjà plus d'un point entier d'inflation supplémentaire injectée dans le système, avant même que les prix à la pompe se répercutent sur le coût du transport des marchandises, de la production alimentaire et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence à la pompe a bondi de 32 centimes en une semaine, atteignant environ 3,31 $ le gallon. Le niveau le plus élevé depuis l'été 2024. Et ça n'est qu'une semaine. Si le détroit reste fermé 2 semaines de plus, la dynamique change de catégorie. Ajoutez à cela un marché du travail américain qui envoie des signaux préoccupants. Ajoutez une réserve fédérale qui se retrouve dans une position impossible. Elle ne peut pas baisser ses taux pour soutenir l'économie pendant que l'inflation remonte sous la pression d'un choc pétrolier militaire. Et elle ne peut pas monter les taux sans aggraver le ralentissement. On ne résout pas une disruption d'approvisionnement causée par un conflit armé avec des décisions de politique monétaire. C'est physiquement impossible. La Fed est dans une pièce sans fenêtre. Et les marchés boursiers ont répondu vendredi avec une clarté que les chiffres seuls ne traduisent pas complètement. Les grandes places mondiales ont clôturé en baisse. Des centaines de milliards de capitalisation effacées en une seule séance. Mais voici ce que la plupart des analyses de fin de semaine ont omis. La compression des marchés. Pendant les 41 premiers jours de trading de 2026, le S&P 500 avait évolué dans la fourchette la plus étroite enregistrée depuis 1928. Plus étroite que la fourchette du Dow Jones depuis 1896. Ce niveau de compression est historiquement extrême. Pendant la crise de 2008, l'indice évoluait dans une fourchette environ 12 fois plus large. Pendant la pandémie de 2020, la fourchette était environ 4 fois et demi plus large. Les ressorts comprimés ne se libèrent pas doucement. La violence du mouvement tend à correspondre à la durée de la compression. Les systèmes comprimés ne guérissent pas en silence. Ils se brisent. Cette semaine, quelque chose a commencé à se briser. Le pétrole à 90 $ après des semaines de marché étroit. Ce n'est pas un hasard, c'est la libération d'une tension accumulée. Maintenant, voici la couche que la plupart des commentateurs ne relient pas encore. L'argent métal. Vendredi 6 mars, l'argent spot occidental a clôturé aux alentours de 84 à 85 $ l'once. Il a testé plusieurs fois la résistance à 85 $ sans parvenir à clôturer franchement au-dessus. La frustration de la journée, pour être honnête, le dollar américain s'est affaibli. Et malgré cela, l'argent n'a pas tenu au-dessus de 85 $. C'est un signal du marché. Il dit quelque chose sur ce qui se passe dans les positions papier. À Shanghai, le cours traitait avec une prime significative par rapport aux prises occidentales. Ce différentiel entre les marchés Est et Ouest dans l'argent métal s'est élargi de façon notable. Cela aussi est un signal. Rappelons le contexte structurel pour comprendre pourquoi ces signaux sont importants. Les inventaires enregistrés au COMEX, le métal réellement disponible pour livraison contre des contrats à terme, ont plongé de 75% depuis 2020. Ils se situent aujourd'hui dans une fourchette de 80 à 100 millions d'onces. Ce même chiffre dépassait 340 millions d'onces il y a 6 ans. Ce n'est pas une correction temporaire, c'est un drainage structurel continu. Et ce drainage coexiste avec un déficit annuel de production persistant. La demande mondiale d'argent dépasse la production minière depuis plusieurs années consécutives. L'argent utilisé dans les panneaux solaires, dans les composants électroniques, dans les véhicules électriques, dans les serveurs d'intelligence artificielle. Cet argent ne revient pas dans les circuits d'échange. Il est consommé, transformé, intégré de façon permanente dans les produits industriels. La production minière mondiale tourne autour de 830 millions d'onces par an.
La consommation mondiale dépasse 1,2 milliard d'onces. Le déficit structurel annuel dépasse 370 millions d'onces. Ce sont des données vérifiables, publiées chaque année par le Silver Institute. Maintenant, ajoutez à cette équation la dimension géopolitique de cette semaine. Le renseignement américain a indiqué que la Chine se préparerait à fournir une assistance technique à l'Iran. Quelle que soit votre lecture politique, l'effet pratique sur les marchés est identique. Pas de résolution rapide du conflit, pas de réouverture imminente du détroit. Et la Chine a déjà mis en place des contrôles à l'exportation sur des matériaux liés à l'argent métal. Deux histoires distinctes en apparence. Un seul point de convergence dans les données physiques, contrainte croissante sur l'offre réelle d'argent. Voici maintenant ce qu'il faut comprendre sur la mécanique profonde du marché. Le ratio de levier au COMEX se situe autour de 7 contrats papier pour chaque once d'argent physique disponible dans les coffres enregistrés. 7 contre 1. Cela signifie que si une fraction significative des détenteurs de contrats exigeait simultanément la livraison physique, le système ne pourrait pas honorer les engagements au prix actuel. La résolution de ce déséquilibre ne peut prendre que deux formes. Soit du métal physique revient massivement dans les coffres enregistrés, soit le prix monte suffisamment pour rationner l'accès à ce qui reste. Il n'existe pas de troisième option. La mathématique est inéluctable. Maintenant, regardons ce que les cycles historiques enseignent, parce que c'est là que la logique devient difficile à ignorer. Les chocs d'approvisionnement pétrolier de grande ampleur ont systématiquement précédé des périodes de réévaluation des actifs réels. 1973, l'embargo de l'OPEP. Pétrole multiplié par 4 en quelques mois. L'or passe de 100 à 800 $ dans les années qui suivent. L'argent atteint son sommet historique nominal en 1980. 1979, révolution iranienne. Le pétrole double. L'inflation américaine atteint 13%. Les actifs réels deviennent le refuge évident pour ceux qui voient un peu le cycle en avance. 2022, invasion de l'Ukraine. Le pétrole dépasse 120 $. L'or franchit 2000 $ pour la première fois de son histoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un mécanisme qui se répète avec une régularité que l'histoire financière documente clairement. Quand la confiance dans la monnaie papier est ébranlée par un choc géopolitique majeur, les actifs qui ne peuvent pas être imprimés attirent les flux de capitaux. L'or le fait toujours en premier. L'argent le fait avec plus de violence, parce que sa base d'approvisionnement est plus petite, et sa demande industrielle crée un plancher structurel que l'or ne possède pas. Et nous sommes aujourd'hui à un moment où plusieurs de ces mécanismes s'activent simultanément. Un choc pétrolier historique. Des inventaires physiques d'argent à des niveaux historiquement bas. Un ratio de levier entre le papier et le physique extrêmement élevé. Un déficit structurel de production qui persiste depuis des années. Et une prime croissante entre les prix Est et Ouest qui signale que le métal physique est recherché là où il se trouve. La question que posent les investisseurs sérieux n'est pas si ces dynamiques vont se résoudre, la question est quand et dans quel ordre. Voici où nous en sommes ce week-end de mars 2026. Le pétrole a enregistré sa plus grande hausse hebdomadaire depuis 43 ans. L'argent tient sous 85 $ malgré un dollar faible et une demande physique qui ne recule pas. L'or consolide au-dessus de 5170 $. Et le détroit de Hormuz est en ce moment effectivement fermé au trafic commercial normal. Les questions pertinentes ne concernent pas ce qui vient de se passer. Elles concernent ce que les 3 prochaines semaines produisent si rien de fondamental ne change dans le conflit. Si le détroit reste fermé, le niveau de 100 $ pour le WTI n'est plus un scénario extrême. C'est l'extension arithmétique de la tendance actuelle. Et si le pétrole atteint 100 $, l'équation inflation, taux, actifs réels change de catégorie pour les investisseurs qui cherchent à préserver leur patrimoine. La logique est là, les données sont là.